Hello à toutes et à tous. Aujourd'hui, on fait un deuxième épisode sur une série que j'avais commencé en février avec Ityong Nguyen sur notre vie amoureuse, notre vie affective, notre vie sexuelle. C'est un sujet extrêmement important, parfois un peu tabou, pour plein de raisons qu'on pourrait exposer. Et en même temps, c'est quand même au centre de nos vies. Donc, c'était important pour moi d'en parler dans le podcast 108 milliards, et c'est d'ailleurs que le début. Et j'ai la chance aujourd'hui de recevoir Athénaïs. Alors, Athénaïs, c'est pas ton vrai nom, tu t'appelles Natacha Bord. Mais moi, quand on s'est rencontrés, tu m'as dit que tu t'appelais Athénaïs. Tout le monde te connaît sous le nom d'Athénaïs. Déjà, bienvenue. Merci beaucoup de me recevoir. Je suis très contente de participer à ce beau podcast que tu reçois et que tu animes. Merci. Et de pouvoir parler de ce sujet qui m'intéresse depuis quelques temps déjà et que j'essaie justement dont j'essaie de porter la parole le plus possible. Et justement, donc Athénaïs, toi, tu étais avocate avant, et aujourd'hui, tu as fondé Akasha Society, qui est une des premières communautés sex-positives à Paris, si je dis pas de bêtises. Alors, raconte-nous déjà, dis-nous ce que c'est qu'Akasha Society, et raconte-nous aussi comment une avocate en vient à s'intéresser à la sexualité et à lancer un mouvement sexpo. Vas-y. Alors, on est l'une des plus grosses communautés sex-positives aujourd'hui à Paris, mais on n'était pas l'une des premières. Le mouvement Sexpo a commencé en 2010 en France. Je pourrais te parler après de l'histoire du mouvement sex-positif si tu veux. À fond. Mais peut-être brièvement, qu'est-ce que Akasha ? Donc Akasha, c'est une communauté qui s'inscrit dans le mouvement sex-positif, dans les valeurs du mouvement sex-positif. On rassemble une communauté de personnes qui souhaitent explorer leur sexualité, s'éduquer, connecter avec des gens qui ont cet état d'esprit. Et on leur offre un espace safer et inclusif où ils peuvent le faire par le biais de plein de formats différents. Ça peut aller de soirées, d'ateliers, de cercles de parole, mais si tu veux, j'en dirai aussi un peu plus. Okay. Et alors, finalement, commençons peut-être par qu'est-ce que c'est que le sexe positif, parce que, je te le disais hors antenne, a priori, la plupart des gens en France et la plupart de mes auditeurs, je suis très cash, je pense qu'ils ont une vie amoureuse et une vie sexuelle extrêmement traditionnelle et très bien. Il y a pas de l'idée, voilà, ce qu'on s'était dit avec Ityong, l'idée c'est pas de vouloir absolument que tout le monde ait des vies machin. Mais c'est juste d'interroger. Moi, j'aime bien mettre de la conscience. Et donc, la plupart des gens, je pense qu'ils se posent zéro question. Ils sont dans leur vie, dans ce qu'on nous a éduqués, avec tous les tabous qui vont avec, etc. Et moi, ce que je comprends donc, des entretiens que je peux avoir avec des personnes qui se sont posées ces questions-là et dont tu fais partie, c'est que c'est beaucoup plus subtil, c'est beaucoup plus complexe. C'est pas l'image caricaturale qu'on pourrait avoir de l'extérieur de « mais eux, c'est des malades. Tu vois, un peu le côté... Donc, c'est quoi pour toi et pourquoi tu t'y es intéressée quelque part ? Peut-être revenons-en à l'histoire pour commencer. Le mouvement sex-positif, ça prend racine dans les années 60. La libération sexuelle, c'était en finir avec cette image que la sexualité était négative. C'est en fait... Depuis longtemps, de par notre histoire judéo-chrétienne, on a pu considérer que la sexualité était négative. Donc, déconstruire en fait toute cette idée que la sexualité est sale, immorale. En fait, la sexualité, pour les personnes qui s'y intéressent et qui ont cette curiosité, l'exploration, le plaisir, c'est quelque chose de magnifique. Il faut créer des espaces en fait pour ces personnes-là où on peut avoir une meilleure connaissance de soi au final. Oui, donc quelque part, c'est vrai qu'on est tous, même pas que dans la culture judéo-chrétienne, dans toutes les cultures traditionnelles, le patriarcal, la sexualité a été mise vraiment du côté du tabou, de l'interdit. Exactement. Le plaisir, n'en parlons même pas. Le plaisir féminin, alors là... voilà. Et alors, même que... En gros, finalement, la sexualité a été vue comme juste l'endroit où on procrée. Et c'est pas du tout un véhicule de plaisir, de sensorialité, etc., pour plein de raisons, de danger, etc. Et là, la proposition de ce que je comprends, donc suite à la libération sexuelle dans les années 60, c'est de se dire, non, mais dans la sexualité, il y a plein de choses très belles. C'est juste que comme on est, on va dire, réprimé
on voit que le côté négatif et allons voir ce qui est beau. C'est ça ? Ouais, c'est exactement ça. Et même après, ça a ajouté dans les années 80 tout un mouvement féministe. On a eu ce qu'on appelait les sex wars, donc 2 courants féministes qui se sont battus. Le courant abolitionniste qui voulait en finir avec la prostitution et la pornographie parce que dominée par l'homme, et le mouvement pro-sexe qui disait à partir du moment où une femme consent à se prostituer, à faire de la pornographie, il faut en finir avec cette domination patriarcale et la laisser en fait pratiquer sa sexualité comme elle le souhaite. Donc dans les années 80, il y a eu un vrai mouvement pro-sexe féministe. Et donc aujourd'hui, quels sont les principes et les valeurs du mouvement sexe positif ? C'est une réappropriation du corps de la femme, de son plaisir, mais aussi de toutes les communautés LGBTQ+. C'est pas parce qu'on est, on n'est pas hétéro ou qu'on a une identité sexuelle non cis que on devrait avoir une sexualité montrée du doigt. C'est aussi, tu l'as dit, en finir avec tous les tabous liés à la sexualité. C'est pas parce qu'on est une femme et qu'on aime la masturbation que c'est sale. C'est pas parce qu'on est un homme qu'on aime le plaisir prostatique qu'on a une sexualité bizarre ou qu'on a des kinks. Enfin voilà, c'est vraiment créer des espaces de non-jugement et de liberté d'exploration de la sexualité. Et un dernier principe qui est très important aussi dans le mouvement sexe positif, c'est le consentement. On forme les gens au consentement, on leur apprend justement à exprimer leurs désirs, à exprimer leurs limites. Et peut-être un dernier point, c'est tout ce qui est sensibilisation au niveau des IST, des infections sexuellement transmissibles, qui sont donc aussi très importantes dans le mouvement. Et donc, ce que j'entends, c'est que finalement, il y a aussi une grosse partie dans ces mouvements-là, un peu d'éducation, de rééducation à ce que c'est que le rapport à l'autre. Exactement. C'est en finir avec les normes traditionnelles, patriarcales et hétéronormées, donc déconstruire en fait tout ce qu'on nous a appris pour se reconstruire sur des bases en fait saines, quoi. Ok. Et justement sur le consentement, de ce que je comprends quand je discute avec des gens justement qui sont plus qui ont étudié la question, j'ai l'impression que dans ces communautés ou dans les gens justement qui se posent ces questions-là, la notion de consentement est beaucoup plus développée et théorisée que en fait dans notre vie quotidienne, dans les relations traditionnelles classiques. Ouais. Alors souvent, pour entrer dans des communautés sex-positives aujourd'hui, on est obligé de passer par un atelier sur le consentement, qui peut être un atelier à la fois théorique mais aussi pratique. On va faire des exercices sur le non, donc affirmer son non, et quand on reçoit par exemple un non, dire merci pour ton non, donc valoriser le non, l'accepter. Et donc moi j'ai 30 ans, donc j'ai pas eu de formation à l'école sur le consentement, mais je crois qu'aujourd'hui c'est un peu en train de changer, que dans les primaires on forme un peu plus les enfants sur ces questions-là qui sont des questions très importantes. C'est essentiel, et puis évidemment qu'à la fin le consentement peut amener, ne pas connaître, ne pas être à l'aise avec son consentement peut nous conduire à des situations au niveau de notre vie sexuelle qui sont pas ok et qui nous marquent. Mais le consentement, il est partout. Oui. Et effectivement, alors à l'école et même les enfants aujourd'hui, moi je suis maman de jeunes enfants et j'ai été vachement biberonnée par mes lectures, par les discussions avec les autres parents sur il faut qu'on leur transmette la notion de consentement très vite, et ça passe par typiquement, nous quand on était petits, on nous forçait à faire un bisou à tante Berthe alors qu'on n'avait aucune envie de s'approcher d'elle. Parce que c'était impoli, tu comprends. Mais en fait, c'est... Non. Et donc, de dire à nos enfants, non, t'es pas obligé de faire un bisou, tu dois être poli, donc tu dis merci, tu dis bonjour, tu dis merci, mais t'es pas obligé. Et par exemple, moi, je sais que... en fait, j'avais fait... Quand mes enfants étaient tout petits, j'avais fait un atelier avec une psychologue qui, elle, est spécialisée dans les personnes qui ont été victimes de violences sexuelles. Mais justement, elle nous faisait des ateliers sur comment parler de sexualité aux enfants, comment leur donner des bases très jeunes, pour qu'ils sachent que c'est pas ok certains comportements d'adultes, parce que c'est aussi ça notre phobie en tant que parents, c'est qu'il arrive un truc à nos enfants. Et typiquement, moi, après cet atelier, j'ai très vite pris le pli, même quand mes enfants avaient 2 ans, de leur demander l'autorisation de leur laver les parties intimes.
Dès qu'ils ont commencé à parler, ils disaient mais t'es ma maman. Je dis non, mais c'était ton intimité. Et dès qu'ils ont pu, c'était eux qui se lavaient ces parties-là. Et pour que demain, ils soient avec un adulte, même une nounou, même un médecin, même machin, c'est pas la fête en fait. Si maman me demande l'autorisation, c'est que. Donc effectivement, je pense que pour les nouvelles générations, c'est un truc qui est beaucoup plus. Mais je suis d'accord qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent faire les ateliers et qui ensuite le réappliquent dans leur vie personnelle, professionnelle. Enfin, en fait, c'est un outil qui est utilisé dans tous les autres domaines de la vie. Il n'y a pas que la sexualité. Hein. Ok, donc du coup, le consentement, donc c'est une des pierres angulaires. Ce que je comprends aussi, c'est que finalement, l'image encore caricaturée, c'est que dans ce genre de communauté, les gens vont avoir des pratiques plus originales qu'ailleurs, vont peut-être surconsommer la sexualité, alors que ce que j'entends quand j'entends consentement, c'est la première étape, l'alpha et l'oméga, c'est d'être très très à l'écoute de ses envies, de ses besoins, et peut-être pas faire ce qu'on n'a pas envie de faire, alors que parfois, dans la vie normale, moi je discute des fois avec mes amis qui sont dans des couples mariés très classiques, mais combien de fois le consentement n'est pas respecté. Des trucs assez clichés qu'on retrouve partout. C'est cliché ce que je veux dire, mais la fille qui a aucune envie mais qui s'y vont, voilà. Le mec qui a pas envie mais qui se dit que comme je suis un mec, il faut toujours que j'ai envie. En fait, l'image qu'on a, c'est qu'un mec il a tout le temps envie, etc. Et que la fille, c'est normal qu'elle ait pas toujours envie. Et du coup, la fille qui se vexe si son mari a le malheur de lui dire non mais aujourd'hui j'ai pas envie. Donc vraiment on n'est pas dans le consentement, on est dans le triangle de Karpman, victime, persécuteur, sauveur. Puissance 1000. Je te rejoins sur le fait que le mouvement Sexpo, aujourd'hui, pour moi, c'est un mouvement qui appartient à tout le monde. C'était un mouvement féministe à la base, mais qui appartient aux hommes cis hétérosexuels aujourd'hui, parce que c'est aussi les victimes de la masculinité toxique et de toutes les injonctions à la performance dont tu parlais. Peut-être pour répondre aussi à ta question sur les clichés, alors, oui, on organise parfois des événements où il y a de la sexualité, où il y a même de la sexualité en pluralité, mais c'est pas que ça le mouvement sexpositif, contrairement à ce qu'on pense, et c'est pas des grosses orgies, des bacchanales, des saturnales. Alors, peut-être qu'il y a certains événements comme ça, parce qu'ils se veulent... Enfin, voilà, c'est dit... Ça fait partie. Ça fait partie, c'est presque l'intitulé de l'événement, on va dire. Mais disons qu'il y a des gens qui peuvent être très intégrés dans une communauté sexpo et qui en fait quand tu regardes ce qu'ils font vraiment il n'y a pas grand chose dans la communauté Akasha on a 800 membres aujourd'hui. Dans la communauté j'ai quelques asexués. Donc asexués c'est quoi? Asexuels pardon, c'est des personnes qui n'ont pas de désir sexuel. Ok. Donc voilà, enfin c'est la partie grise du tableau, tu sais, LGBTQ+, la partie un peu grise, noire. Et on a aussi des couples monogames, exclusifs, qui viennent faire des ateliers juste pour s'éduquer sur certaines pratiques. Par exemple, on fait des ateliers sur le massage sensuel qui peuvent être faits en duo. On leur donne les outils pour pouvoir ensuite s'amuser à la maison. Donc, en fait, c'est pour toutes les personnes qui ont envie de découvrir plus sur leur sexualité. C'est pas et déconstruire des choses, de mettre de la conscience en fait dans ce exactement. domaine de la vie qui est essentiel, qu'on le veuille ou non, entre guillemets, quoi. Ok. Et après, tu disais qu'une autre pierre angulaire d'Akasha ou des mouvements s'exposent, c'est une sensibilisation, une protection aussi sur tout ce qui est les IST, donc les infections sexuellement transmissibles. Alors, nous, on a par exemple dans nos codes de conduite des rappels sur comment se protéger pendant les relations sexuelles. Nous, en tant qu'organisateurs, on fournit lors de nos événements où il peut y avoir de la sexualité des préservatifs externes, internes, des digues dentaires pour le sexe oral, des gants si on veut pratiquer aussi avec la pénétration type fisting ou même pénétration vaginale. Donc oui, non, c'est important de bien former les gens là-dessus. Moi, pendant le call... pour devenir membre Akasha, je fais passer un vidéo call en fait à tous nos nouveaux membres et je rappelle que c'est important de se protéger, mais que c'est important aussi de se faire tester, de se faire tester en moyenne tous les 3 mois. Et
y a peu de gens qui le savent, et peut-être que c'est intéressant aussi de le dire, on ne se fait pas tester que sur les voies basses, donc pour les femmes en prélèvement vaginal ou en premier jet d'urine pour les hommes. Quand on fait de la sexualité orale ou de la sexualité anale, on va aussi se faire des prélèvements pharyngés et anal. Et du coup, c'est sûr que des gens qui ont envie de participer à des événements où il y a de la sexualité, mais je comprends que vous, en tant qu'organisme, vous avez besoin que les gens se testent pour pas que ça devienne n'importe quoi. Mais si justement on ouvre à la société française en disant que la plupart des gens ne vont pas forcément aller à ces événements-là, pourquoi est-ce que le fait que le mouvement sexe positif est vraiment dans son ADN, cette sensibilisation aux IST, pourquoi c'est essentiel selon toi? Si on regarde au niveau même sociétal c'est de la santé publique. Aujourd'hui, on l'a vu dans les années 80 avec le VIH, ce que ça a fait dans les communautés gays. Et aujourd'hui, il y a des IST, quand on pense à la chlamydia ou à la gonorrhée, qui se traitent facilement. Mais le problème, c'est qu'à force en fait, de les traiter, elles créent des souches résistantes. Et on le voit là avec la gonorrhée, on ne sait pas demain si les gens en fait continuent à se faire traiter pour la gonorrhée, je sais pas, 3-4 fois par an. En fait, ça va créer des souches résistantes et là, ça va poser des problèmes. Donc c'est important d'un point de vue santé publique de faire attention à ça, de bien se faire tester, de prévenir aussi ses partenaires. Quand on a, moi j'ai déjà eu une gonorrhée justement au niveau pharyngé. C'est important. Je préviens tous mes partenaires avec qui j'ai eu des relations sexuelles depuis mon dernier test, puisque je ne sais pas quand est-ce que j'ai pu l'attraper. C'est de la santé publique. C'est essentiel et ça va avec en fait. C'est pas ok. Et alors du coup, toi, quand est-ce que tu as créé Akasha et comment tu t'es intéressée au sexe positif? Avant, tu étais avocate, donc raconte-nous un peu ton parcours. Comment une fille bien sous tout rapport? Je suis encore une fille bien sous tout rapport. Mais c'est drôle, justement. Alors, je pense qu'on peut remonter déjà à l'adolescence. En fait, déjà dès le collège, lycée, j'ai toujours été très sexuellement active. Et ce qui m'a valu l'objet de moqueries, voire même de comportements agressifs. Parce que j'étais un peu hors norme, j'étais la fille qui couchait peut-être un peu trop haut ou quoi. Et ce qui m'a toujours agacée, c'est ce double standard. C'est tous mes copains qui étaient des don Juan, ah là là, c'était waouh. C'est vrai qu'un mec qui couche un peu trop, entre guillemets, c'est un don Juan. Oui. Et une fille qui couche un peu trop, c'est une fille... Voilà, si on le dit comme ça, c'est... Une fille de petite vertu. Exactement. Et donc ça m'a toujours beaucoup agacée, mais ça m'a pas empêchée de vivre ma sexualité comme je l'entendais. Après, j'ai rencontré un de mes ex-partenaires avec qui je suis restée 7 ans. On a eu une relation. Attends, j'ai une question avant ça, pardon. Donc du coup, tu es adolescente, tu es sexuellement active, tu l'assumes même si c'est agaçant d'entendre les colibés, de voir que les gens ne comprennent pas. Mais du coup, si on revient à ton éducation, tu sais, moi, c'est mon côté coach psy. Je me dis, tes parents, quelle éducation t'as reçue? Pourquoi toi, finalement, t'as eu moins de tabous à vivre ce que tu avais envie de vivre que la plupart des gens? Alors, moi, j'ai grandi dans le 6e, 7e. J'étais un collège-lycée public du 7e. Du 7e arrondissement de Paris. Maintenant que j'habite à Montpellier, je fais attention que tout le monde... Tu vois, mes 2 parents se sont rencontrés à HEC. J'ai pas eu, il n'y a pas de religion dans ma famille, depuis même mes grands-parents. On est assez. Alors, j'ai jamais parlé vraiment de sexualité pour autant avec mes parents, peut-être avec ma mère un peu plus, mais j'ai jamais été bridée en tout cas dans. T'as pas eu un truc trop enfermant et en même temps, je sais pas, je vais dire des cadres, des intellectuels français d'un bon niveau. A priori, ça a vécu dans le 6e et le 7e. Voilà. Ok. Mais avec une présence de la religion qui est plutôt inexistante. Inexistante. Et pas trop de discussion sur la sexualité, mais une enfance assez libre. Voilà, d'être toi-même. Libre, d'être moi-même. On pouvait sortir avec les copains. J'ai jamais été empêchée de sortir le week-end ou quoi. J'étais assez bonne en cours, donc je pense on te laissait tranquille. Et ce que j'entends, c'est que du coup, on t'a pas fait passer le message implicite que être une femme, ça peut être dangereux, ça peut être une charge, ça peut être quelque chose que tu dois...
Alors, Alors, c'est ça ma question. Tu vois pourquoi je te pose cette question? Si, mais c'est pas... Enfin, je l'ai toujours su, etc. Mais j'ai... Enfin, ça n'a jamais été quelque chose de très marqué, on va dire. Je pense que aussi peut-être de grandir dans le 6e, 7e, de sortir, on va dire, dans les beaux quartiers. T'étais en sécurité. Enfin, Je sais pas si c'est vrai. En tout cas, toi, ta vie a été plutôt sécurisée. Oui, après, en y repensant, je me suis déjà fait siffler dans la rue. J'ai eu des remarques parce que je portais des vêtements trop courts, etc. Mais j'ai pas eu une éducation où on me disait « Ah bah non, tu portes pas ça pour sortir ». D'accord. Ok, ouais, voilà. T'as pas eu, de manière très profonde, ce truc de... Ça, ma sexualité et ma sexualisation pourraient me nuire. Ok, donc tu as exploré librement en fonction de tes envies. Ok, donc ça, c'est collège-lycée. Ensuite donc, j'ai commencé des études de droit pour devenir commissaire-priseur. D'accord. Je me suis un peu perdue sur la route. Donc, j'ai fait les grandes facs. J'ai fait la Sorbonne, Assas, en droit des affaires et en droit bancaire et financier. Okay. Quand je t'ai coupé tout à l'heure, tu parlais donc de quelqu'un avec qui tu es resté 7 ans, voilà. Donc un partenaire. Et donc, pendant ces années de fac, alors ça, c'est un autre truc. Je me suis mariée à 19 ans avec un Sud-Africain que j'avais rencontré en Thaïlande. Ah ouais, donc t'es quand même sport. Donc, voilà, non, mais j'ai toujours été très mature pour mon âge, mais ça paraît quelque chose de très... comment dire, fait sur la va-vite, alors que pas du tout. Hein. Je faisais déjà du droit à cette époque-là. L'une des premières matières de droit que tu étudies, c'est le droit de la famille, donc le mariage, le divorce. Et j'avais toutes les cartes en main, en fait, pour prendre cette décision en connaissance de cause. Donc tu pars à 19 ans, tu pars en vacances en Thaïlande et tu rencontres quelqu'un, un Sud-Africain. Mon ex-partenaire. Vous vous rencontrez, au bout de combien de temps vous vous mariez? Parce que là, ça fait un peu Las Vegas en 24 heures. Hein. Alors, je sais pas si... Mais on a vécu en fait 2 semaines en Thaïlande. Après, on a eu une relation longue distance. Et je suis partie... Ça, c'est août. Et je suis partie en décembre me marier. Ok. En Afrique du Sud. Quand même, ça va. C'est pas en 24 heures. Voilà. Mais donc, contrat de mariage. Et on s'était toujours dit, écoute, si on doit divorcer dans 6 mois, on divorcera dans 6 mois. Mais là, pourquoi on s'est mariés, c'est ce qu'on appelle un mariage gris. C'est... s'il avait eu un passeport de l'Union européenne, on se serait jamais marié. D'accord. Ah oui, d'accord. Donc, voilà, pardon. Il y a eu toute une explication derrière. D'accord. Donc, on s'aime, on a envie d'être ensemble. Exactement. Et vu qu'il n'a pas forcément une nationalité européenne, si on veut être ensemble, le mariage est une solution. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle un mariage gris. C'est un mariage pour les papiers, mais quand il y a de l'amour derrière. Ok, ouais. Et donc, on a vécu 7 ans ensemble sur ces 7 ans de relation. C'est pas mal pour un test de 3 mois. C'est rentable. Écoute, il y a des gens qui mettent 4 ans à se décider. Si c'était à refaire, je le referais. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté parce que il a 50 plus que moi. Il m'a fait découvrir des festivals comme le Boom Festival, le Burning Man. Donc voilà, j'ai toujours été assez mature, on va dire, par rapport aux personnes de mon âge. Sur ces 7 ans de relation, on a eu 3 ans de relation ouverte. D'accord. Donc on avait des règles, ça s'est plutôt bien passé. Alors explique pour les gens qui connaissent rien, c'est quoi une relation ouverte? Oui. Alors on a la relation monogame, exclusive. Ensuite on a, selon moi, la relation ouverte. J'aime pas utiliser le mot libre parce que ça veut dire que les autres ne sont pas libres. Ouais, alors qu'on peut librement choisir une relation monogame. Voilà. Donc je préfère le mot relation ouverte. Ouais. Une relation ouverte, souvent les personnes s'autorisent à avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes. Mais pas de relation romantique. Contrairement avec le polyamour, où là, on s'autorise. On a plusieurs amoureux ou amoureuses. Exactement. Donc on ressent des sentiments et on a plusieurs relations en parallèle. Là, j'ai une relation principale, mais j'ai le droit d'avoir... finalement, c'est une façon de décorréler la sexualité et l'amour, de se dire, c'est pas parce que je couche avec quelqu'un que ça remet en question l'amour que j'ai pour toi. Exactement. En vrai, je pourrais dire pour la relation polyamoureuse, parce que je suis amoureuse de quelqu'un d'autre, que ça remet en question l'amour que j'ai pour toi. Mais... Bon, en tout cas, la relation ouverte, c'est pas d'amour, mais... Est-ce que c'est... D'ailleurs, alors, je vous fais une parenthèse, parce que c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais... Est-ce que c'est pas un truc où on se fait avoir parce que tu maîtrises pas. Enfin, j'imagine combien de gens ont ouvert leur relation
en disant pas d'amour, juste on a le droit de coucher avec d'autres personnes, et finalement je tombe amoureux. Enfin, pour moi, c'est un peu si tu vas à l'île de la tentation, t'étonnes pas si tu te fais. Ouais. Bah, après, c'est une question taquine, mais... Oui, non, mais c'est une question de confiance avec ton partenaire ou ta partenaire. Après, rien ne t'empêche aussi de tomber amoureux dans une relation exclusive. Hein. L'histoire de tous les couples qui se trompent. C'est ça. Donc, non, et puis moi, à l'époque, c'était pas... j'étais très épanouie sexuellement avec mon ex-mari, mais c'était plus l'idée de pouvoir être désirée par d'autres personnes et de pouvoir désirer d'autres personnes d'un point de vue purement sexuel, tu vois. D'accord. Donc, tu sais, quand tu es en boîte et que quelqu'un vient flirter avec toi et que tu es obligé de dire au bout de 2 phrases, ah oui, donc le week-end prochain, je pars avec mon copain, c'est pour faire comprendre en fait que tu pas libre. Non, là, c'était cette possibilité. Après, nous, tu vois, dans nos règles, on avait quand même mis des règles en place qui pas nous empêcher de tomber amoureux, mais le fait que c'était que des coups d'un soir, que tu revoyais pas la même personne une deuxième fois. Voilà, que il fallait pas que ce soit des copains ou des copains de copains, que enfin on avait des règles. En fait, ce que j'entends, c'est que les couples qu'ils décident de le faire ou pas, mais les couples qui se posent ces questions-là, là où je trouve ça intéressant, moi je toujours mon regard de coach, c'est qu'au moins ils se posent des questions, ils communiquent. La plupart des couples prennent le playbook traditionnel pour argent comptant, n'en parlent jamais. Limite, s'il y en a un qui commence à en parler, l'autre panique. Et il y en a plein qui n'osent même pas en parler. Et donc, finalement, dans un des sujets majeurs de leur vie de couple, le tabou est énorme, le truc est... Là, au moins, il y a de la communication. Et bien sûr que c'est un challenge, j'imagine. Je ne sais pas pour vous, mais de manière générale, j'imagine que c'est un énorme challenge de faire marcher tout ça. Mais au moins, on communique et les gens disent « Bah non, mais ça, pour moi, c'est pas du tout OK. » Et puis ça, c'est OK. Et puis les gens se posent des questions, quoi. C'est ça que j'entends. Oui, c'est souvent... en fait, je dis toujours, il y a autant de relations ouvertes ou de relations polyamoureuses qu'il y a de relations... de gens, c'est ça. C'est que, alors que la relation monogame, normalement, elle est plus ou moins partout pareille, tu vois. Mais alors, on a justement un atelier à Cacha qu'on appelle Polyconnect, qui est un atelier pour parler des relations ouvertes et du polyamour, qui est donc un cercle de discussion. Donc, j'invite toutes les personnes qui se posent ce genre de questions. Oui, et limite, même s'il faut, juste pour savoir ce qui est possible. Tu sais, je fais un parallèle qui n'a rien à voir, mais dans la série des podcasts en luminaire, j'ai fait une série d'épisodes sur la mort, sur l'accompagnement du deuil, etc. Et une personne que j'ai reçue, Sarah Dumont, elle a carrément lancé un média qui s'appelle Happy End, et où notamment, elle fait plein de choses dans ce média, mais notamment, elle montre tout ce qui est possible de faire pour célébrer, pour rendre des hommages. Et la plupart des réactions qu'elle a, c'est « mais je savais pas qu'on avait le droit de célébrer ». Par exemple, elle a célébré les funérailles de son père à la Bellevilloise, si mes souvenirs sont bons. Et les gens lui disent « mais je savais pas qu'on avait le droit ». En fait, ne pas se poser de questions, c'est vivre dans un monde où on ne sait même pas ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et dans le cadre d'un couple, ce que l'autre accepte, ce que l'autre veut, on ne le sait même pas. On n'ose même pas. En fait, c'est super triste de se dire que la personne avec qui on partage notre vie, il y a un espèce d'éléphant dans la pièce dont on n'ose pas parler parce que mon analyse des choses, c'est qu'on a trop peur de perdre l'autre, on a trop peur d'être abandonné. Enfin, ça touche à notre truc. Rester dans le cadre sans se poser la question, c'est comme si, je sais pas, quand tu dis le métro va se fermer et puis Mais ce qui est intéressant, c'est souvent quand on commence, enfin quand nous on se pose des questions, l'autre personne aussi peut-être elle se les pose. Mais elle n'osait pas t'en parler, ça fait peut-être 3 ans qu'elle s'est posée. C'est ça, donc non. Et sans parler du nombre de personnes qui m'ont confié dans des trucs de confidence, je vais pas les nommer évidemment, j'en parle pas. Parce que je suis sûre et certaine que mon partenaire n'aimerait pas, ne comprendrait pas. Mais du coup, pour moi, j'ai envie d'aller explorer autre chose, donc je lui dis pas. La tromperie. Et on n'est pas là pour juger, chacun fait comme il peut, etc. Mais moi, je me dis, c'est une faillite de la communication, quoi. Ouais, non, tout à fait. Ok, on est allé loin, donc on revenait sur ton parcours. Oui. Donc, vous ouvrez votre couple avec ton ex-mari sud-africain. Juste pour montrer aussi, donc on s'est séparés en 2020, et quand on s'est séparés en 2020, nous on avait une relation plutôt assez vanilla, mais très bien, enfin moi j'étais très contente. Qu'est-ce que tu appelles une relation vanilla ? Alors,
c'est un mot qu'on n'utilise pas forcément que dans la sexualité. On peut l'utiliser par exemple en finance, les vanilla bonds. Le vanilla bond, c'est une obligation lambda. Ok, donc vanille, glace à la vanille, voilà, c'est le truc. C'est exactement ça. Moi, je l'utilise quand je dis à mes CEO que j'accompagne, l'organigramme de votre boîte, plus il est plain and vanilla, moi je dis. C'est exactement. Voilà, c'est genre en gros. C'est le truc conventionnel. Classique. Voilà, conventionnel. Genre classique. Pour l'organigramme d'une entreprise, ok, il y a le directeur marketing, le directeur financier. Exactement. C'est pas. Parce que nous, dans les startups, on voit les product ninja, les non. Mais, donc, on avait une relation assez vanilla on différencie des relations peut-être kinky. Alors, kinky, ça vient de l'anglais. En anglais, ça signifie à la base pervers, déviant. C'est un mot qu'on utilise plutôt dans les communautés BDSM pour parler de ce qui est la sexualité hors norme. D'accord, ok. Mais bon, qu'est-ce que la norme à ce moment-là? C'est le sexe hétéronormé, pénétratif, à visée reproductive. On pense aux missionnaires, quoi. Ok. Mais donc, on avait une sexualité plutôt vanilla. On faisait pas de BDSM, on faisait pas de néo-tantra. Moi, je me dis, les auditeurs, ils connaissent rien. C'est quoi le BDSM Alors, moi, je crois savoir, mais je sais pas forcément. Oui. Alors, le BDSM, c'est un acronyme. Plusieurs des lettres peuvent être réutilisées. Donc, B, on parle de bondage, donc le fait d'attacher quelqu'un. D, discipline. On réutilise le D pour domination, soumission. On réutilise le S aussi pour sadomasochisme. D'accord. C'est plein de pratiques qui peuvent inclure soit de la douleur, soit de la domination, soit des moments de jeu de rôle. Et j'imagine avec une nuance qui va du truc le plus... Voilà, la petite tape sur les fesses à des trucs beaucoup plus... Exactement. Voilà. Mais donc, on fait aussi un atelier d'introduction au BDSM à Akasha pour les personnes qui pourraient être intéressées par ça. Donc, 2020, j'avais, 26 ans, et je me dis, où est-ce qu'on s'était arrêté sur cette exploration? Et je vais sur les applis de dating et je rencontre des personnes de la communauté BDSM et aussi des communautés libertines. D'accord. Et donc, je commence à explorer dans ces communautés-là. Okay. Et libertine, parce que du coup, on a expliqué BDSM, on a expliqué sexe positif, on est en train de mettre les nuances, on dresse le tableau. Communauté libertine. Alors, le libertinage, c'est une pratique française qui date du 17e, 18e siècle. Qui était un peu une pratique de transgression des règles justement au niveau de la sexualité. Aujourd'hui, la pratique du libertinage, on inclut l'échangisme, donc le fait d'échanger de partenaires. C'est des gens qui vont par exemple dans des clubs ou dans des dîners. Qui sont deux et voilà, ils échangent. Voilà. Monsieur et Madame Dupont, très bien sous tout rapport, se retrouvent avec Monsieur et Madame Duval et ils échangent. Voilà, le mélangisme, où on va se mélanger mais sans échanger au niveau sexualité. D'accord. Le triolisme, donc le plan à trois, le candolisme, quand un des partenaires... Il faut appeler le dico, en fait. C'est un lexique. Et donc... Mais donc, le libertinage, c'est un truc plutôt assez ancien qui consistait à transgresser les règles et à se retrouver dans des situations de sexualité non traditionnelles. Voilà. Aujourd'hui, la communauté libertine, je ne veux pas du tout faire de généralité ou quoi, parce qu'il y a des libertins qui ne fonctionnent pas comme ça. Mais c'est vrai que c'est une communauté assez vieillissante, qui est encore très dominée par le patriarcat, l'hétéronormativité. Et c'est vrai que moi, c'est un peu ce qui m'a, en y repensant... Donc toi, après avoir quitté ton mari, vous êtes séparés, tu t'es dit, j'ai envie d'explorer, tu t'es retrouvée dans ces communautés-là et tu n'as pas trouvé ton compte quelque part, tu t'es pas sentie à ta place. Quand j'ai découvert, j'ai dit waouh, c'est génial. Et en fait, un peu avec du recul, même un an après, j'étais là, mais il y avait plein de choses qui n'allaient pas au niveau du consentement, au niveau de la place de la femme. Je me souviens une fois, j'étais allée dans une soirée privée et c'était la deuxième fois que je venais. Je bois un verre sur le canapé et quelqu'un vient me voir, il me dit alors tu viens t'amuser avec nous? Et je lui explique que non, pas ce soir, j'ai mes règles. Et
m'a regardé, mais qu'est-ce que tu fous là? Ah, ouais. Alors que non, Ouais. j'ai T'as le très droit bien de- le droit de venir à la Ouais. soirée, boire un verre, discuter avec les gens, tu vois. Ouais, on peut aussi discuter. Et Ouais. donc, il y avait un peu ce côté sexualité, consommation, performance Surconsommation, ouais. qui m'a pas trop plu. Encore une fois, je ne fais pas de Non, généralité. mais c'est ton expérience. C'est Après, mon pas expérience, voilà. forcément tout ça. Et donc, Ok. un peu de fil en aiguille, je suis arrivée dans les communautés sexpo. Et là j'ai trouvé que les codes, l'approche de la sexualité me correspondaient beaucoup plus. Mhm. Là, tu es toujours avocate. Là, je suis toujours avocate, Ok. oui. Donc, ok. Et on a commencé donc avec Julien, mon associé à Akasha, mais qui est aussi un copain depuis qu'on a 13 ans. On a commencé à organiser des soirées, nous. D'accord. Mais des soirées avec les copains des copains, mais on est passé très rapidement de 20 à 60 personnes et tout le monde nous disait mais c'est quand la prochaine. D'accord. Donc au début, vous n'aviez pas forcément anticipé d'en faire une activité Alors moi non, puisque moi j'étais très bien avocate, mais Julien, lui, est serial entrepreneur. Ah, donc lui, il voit toujours. Donc Ils voilà. ont une maladie. C'est, tu sais, à partir du moment où les gens commençaient à dire mais c'est quand la prochaine, il était là. Il a commencé à te parler de notions de PMF, de Product Market Fit. Et c'est vrai que on était là, mais en fait, si nous, on se sent pas représentés dans ce qu'a offrir le paysage parisien et que les gens aiment ce que nous, on offre, peut-être que ça vaudrait le coup de réfléchir à comment ça pourrait être structuré, etc. Et alors ça, c'est peut-être pas très glorifiant, mais en fait, j'avais changé de cabinet d'avocat en avril 2000... En été 2023, j'ai changé de cabinet d'avocat et ça s'est un peu mal passé dans mon nouveau cabinet et je me suis fait remercier. D'accord. Et donc, c'est un peu posé la question. Ça arrive au meilleur d'entre nous, sache-le. Oui. C'est pas une honte. Écoute, c'est le genre de choses comme ça et après, on remercie, on a de la gratitude. J'ai beaucoup de gratitude pour ce partenaire. Il fallait ça pour que tu te mettes sur le chemin. Exactement, j'ai beaucoup de gratitude pour ce partenaire qui m'a fait comprendre peut-être que le métier d'avocat n'était pas finalement fait pour moi. Ouais. Et donc, c'est posé la question de qu'est-ce que j'allais faire. Et c'est vrai que Julien est revenu avec cette idée. Ouais. Il m'a dit, écoute, viens, on commence. Et je me souviens, j'ai su que je me faisais remercier fin juillet. On partait en week-end en août, le premier week-end d'août avec Julien, un week-end avec les copains. Mm-hmm. À la fin du week-end, on avait le nom, notre premier événement, l'ADA. Toi, tu pensais que tu partais en vacances, mais en fait, tu partais bosser. Oui, mais c'était tellement excitant, tellement... Et c'est ça aussi, ce que j'aime bien dire aujourd'hui, c'est que j'ai trouvé mon ikigai. Je sais pas si alors, explique, moi je connais, mais explique ce que c'est l'ikigai. Alors, peut-être de ma compréhension. T'inquiète, il y a la coach qui regarde et qui dit est-ce qu'elle explique. L'ikigai, donc, c'est un principe japonais. On sait que les Japonais sont très forts pour mettre des mots sur des grands principes de vie. C'est, je crois, la raison d'être, la raison de vivre, la traduction. Alors, je vais compléter. Ouais. L'ikigai, c'est le dénominateur commun, c'est la zone commune entre ce que tu appelles ta raison d'être. Moi, j'aime bien appeler ton élan vital. Enfin, vraiment, ce que tu adores faire, ce que tu fais comme tu respires, ce que tu es compétente à faire, parce que tu pourrais adorer faire un truc. J'adore faire des origamis, ils sont pourris mes origamis, tu vois. Ce que tu es compétente à faire et ce que les gens sont prêts à payer pour. Si même, imaginons, j'adore faire des origamis, mes origamis sont magnifiques, mais personne n'a envie d'acheter des origamis, c'est pas mon ikigai. L'ikigai, c'est vraiment cette zone au milieu. Donc là, tu sens dans ton ikigai. C'est ça. Donc, en fait, j'ai toujours été passionnée, et j'ai plus honte aujourd'hui d'utiliser ce mot, passionnée par la sexualité. J'ai toujours été passionnée de sexualité. Je trouve ça... Moi, ça me touche de me dire qu'une jeune femme en 2025 en France peut dire ça et pas avoir honte. Tu vois ce que je veux dire ? Tu sais, rien à voir. Je sais pas pourquoi je fais des liens entre... Mais il y a quelques semaines, j'ai eu la chance d'interviewer un philosophe qui s'appelle Abdenour Bidar et on a parlé de l'accompagnement des rites funéraires et notamment dans l'islam, parce que lui, il connaît très bien l'islam. Et à la fin, on a ouvert sur même l'ouverture spirituelle. Et je lui disais, mais qu'est-ce que tu pourrais dire ? Parce qu'il a une vision pas du tout dogmatique de la religion. Et je lui dis, il y a plein de gens qui sont peut-être de culture musulmane ou qui se sentent, mais qui se reconnaissent pas du tout dans le dogme ou la façon plus traditionnelle. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire ? Et il a dit un truc très mignon, il a dit, vous êtes au bon endroit en France en ce moment, vous pouvez pratiquer votre islam ou de manière complètement libre, de manière... Et ce que j'ai envie de dire là, pourquoi je fais ce lien, j'ai énorme machin, c'est en 2025 en France,
tu es une femme de 30 ans et tu peux dire je suis passionnée de sexualité. Je trouve que tu es au bon endroit, entre guillemets. Donc, c'est vrai que on a de la chance. On est très chanceuse de ça. Ok, donc tu as toujours été passionnée de sexualité. J'ai toujours été compétente aussi, on va dire, à créer des espaces. Tu vois, j'ai été présidente du conseil de vie lycéenne, j'ai été déléguée de classe. C'est avoir ce côté get together people. Ouais, communauté. Ouais, communauté. Je crois qu'il y a un autre... il y a un autre point aussi sur l'ikigai, c'est faire quelque chose qui peut faire avancer la société. Ah, intéressant. Je l'avais pas celui-là. Okay. Et donc, je pense que effectivement, le mouvement sexe positif, c'est un mouvement important, hein, comme on a déjà discuté. Et après, il y a effectivement le côté financier qui s'ajoute. Qui s'ajoute à tout ça. Donc voilà, je pense que j'ai trouvé mon ikigai, donc je suis très contente d'avoir fait ce move, de quitter l'avocature pour créer ça. Et alors, l'anecdote que tu m'as dit un peu en antenne au début avant qu'on enregistre, c'est moi, je t'ai toujours connue sous le nom de Athénaïs, mais ton vrai nom, entre guillemets, c'est Natacha. Borde, et pourquoi changer qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? En fait, c'est ça, c'est que en août, j'étais encore avocate et je crois que j'ai continué pendant toute ma période de préavis, septembre. Donc, il fallait que je trouve un peu un alias. Ok, pour pas qu'on te reconnaisse, entre guillemets. Oui, pour si jamais ça commençait à savoir. Et puis, j'étais pas encore sûre à 100%. Donc, si jamais, pour X ou Y raison, au bout de 2-3 mois, je voulais me réinscrire au barreau et essayer de retrouver... recommencer le métier d'avocat. Je sais, voilà, c'était un peu mon alias pour ça. Et au final, je l'ai gardé parce que c'est aussi le personnage que j'ai créé. Et je trouvais que Natacha d'Akasha... Ah oui, Natacha d'Akasha, c'est vrai que ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de chat, et donc je trouvais qu'Athénaïs, ça sonnait mieux. Okay. C'est très joli, ça te va très bien. Donc, on a le droit de choisir nos prénoms si on a envie. Qu'est-ce que tu donnerais aujourd'hui comme conseil, c'est un gros mot, mais comme invitation alors, on va essayer justement des gens qui se sont jamais posé de questions et qui limite tombent de leur chaise en écoutant notre épisode. Et puis ensuite, à des gens qui se sont déjà posé quelques questions. Voilà, si tu veux, fais des invitations graduelles en fonction de où en sont les gens dans leur rapport à leur sexualité, à leur sensorialité, quelque part. Je pense que tout d'abord, c'est s'informer. Et ça, aujourd'hui, on a plein de médias, que ce soit des podcasts, des comptes Instagram aussi qui parlent de Il y a des podcasts ou des comptes Instagram que tu recommandes aux gens ? Je pourrais te les lister si tu veux les ajouter à la fin. On les mettra du coup dans les notes de l'épisode. Là, comme ça. Alors, il y en a beaucoup que je suis en anglais. Vas-y. Tu peux... Il faudrait que... Non, mais t'inquiète, on les mettra mais, après. Oui, je les enverrai. Et je pense que si les gens cherchent, ils trouveront aussi. C'est ça. Donc, s'informer, commencer à suivre. Et donc, si tu veux, ce que tu es en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a vraiment une offre qui te permet d'explorer, de t'informer sur ce que c'est que la sexualité, loin des codes qu'on n'aime pas trop, quoi, les codes à l'ancienne. Il y a une nouvelle, un nouveau ton, un nouveau discours. Vraiment des comptes sex positifs, Instagram, des blogs sex positifs, qui expliquent justement qu'est-ce que c'est que le mouvement sexpo, quelles sont les différentes communautés qui existent aujourd'hui en France. Et donc peut-être que ça, c'est la deuxième étape, c'est peut-être aller à la rencontre de ces communautés, s'informer tout d'abord, peut-être en leur envoyant un message pour essayer de comprendre justement les différences entre toutes les communautés. Il y a des communautés, comme j'ai dit, où il y a, et ça je les recommande, Love Experience, la licornerie, où ils font des ateliers de consentement graduel. Donc, tu as un premier atelier niveau 1 où il n'y a pas de c'est juste de la tactilité, il n'y a pas de sensualité, pas de sexualité. Niveau 2, on rajoute de la sensualité. Niveau 3, on rajoute de la sexualité pour ceux qui le souhaitent. Donc, il y a vraiment des ateliers qui sont très, très bien faits dans ce genre de communauté. Et limite, peut-être certaines personnes peuvent y aller juste comme un terrain de dev perso, comme un autre, en fait. Ah oui, oui. Ça, il y a...
Quoi d'autre? Après, ouais, faire des ateliers, pas forcément juste sur le consentement, mais aussi, voilà, je parlais d'ateliers de massage en duo. Peut-être qu'on a envie d'offrir ça à son ou sa partenaire pour son anniversaire. Ça peut être un beau cadeau. Ou alors des cafés polis. Quand on parlait justement de discuter de polyamour, de relations ouvertes. Donc, il y a des cafés sur ça. Il y a un Excel qui a été fait par la Licornerie, que je pourrais aussi mettre dans les ressources, qui liste vraiment d'une manière assez exhaustive toutes les communautés qui existent en France. D'accord. Donc les gens peuvent commencer à... Je pense que, alors peut-être, juste pour finir là-dessus, il ne faut pas se forcer. Mais comment dire, c'est pas parce que son partenaire a envie peut-être de ça qu'il faut lui faire plaisir ou quoi. Il faut vraiment s'écouter. Et l'un des conseils que je peux avoir, c'est bien de discuter de tout ça avant et de ne pas le faire parce que son partenaire ou sa partenaire a envie de le faire, quoi. Oui, ça, justement, dans le genre du consentement, de people pleasing qu'on a énormément dans nos vies amoureuses, c'est un bon proxy. Et alors, si on parle à des gens qui vraiment ne se posent zéro question, alors c'est pas qu'ils sont asexués. Asexuels, pardon. Asexuels, pardon. Donc asexuels, à la limite, ils se sont posés la question et ils sont arrivés à un constat. Mais des gens qui se posent zéro question sur leur vie sexuelle. Bon, bien sûr, ils font, c'est quoi le devoir conjugal, toutes les, je sais pas quoi, mais ils se posent pas de questions là-dessus. Pourquoi est-ce que, selon toi, alors toi, t'es passionné, c'est encore, mais c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant de s'intéresser à sa vie sexuelle? Pourquoi tu invites tous les... Pourquoi ça fait partie de notre condition humaine, quelque part? Voilà. Moi, c'est une invitation. Je vous invite parce que je pense que ça fait partie de notre développement personnel. Après, je comprends tout à fait qu'il y ait des personnes qui n'ont pas cette sensibilité, pas cette curiosité. C'est différent de s'être posé la question et de s'être dit, non, moi, ça ne m'intéresse pas, plutôt que de ne s'être jamais posé la question et donc, au final, d'avoir cette zone grise dans son soi, dans sa connaissance de soi. Et moi, ce que je vois de ce que ça peut apporter au final, et on en a peut-être déjà un peu parlé, mais c'est une meilleure connaissance physique. C'est moi je sais maintenant ce qui me plaît, comment activer mon plaisir, tu vois, la masturbation, ce qui me plaît à mon corps. Je me suis vraiment réapproprié mon corps grâce à ça. Il y a aussi tout ce qui est plutôt meilleure connaissance psychique, de ses désirs, ses limites, savoir les exprimer. Mais il y a aussi quelque chose de presque spirituel, de avoir une meilleure conscience et présence dans la sexualité. Donc, c'est une approche assez holistique au final. Pas mécanique, quoi. Pas de le faire de manière très mécanique. Mais encore une fois, j'invite les personnes à se poser la question, mais tout le monde ne doit pas être curieux de ça ou sensible à ça. Bien sûr, évidemment. Mais en tout cas, c'est pour ça que je me disais, c'est intéressant d'avoir ce thème dans le podcast. C'est un pan de notre vie, de notre développement personnel, spirituel, etc. C'est pas... Mais le problème, c'est qu'on peut pas le voir comme ça tant que on voit pas tout le tabou qui le... Bon, et du coup, pour peut-être un peu conclure cet épisode, c'est quoi la suite? Donc aujourd'hui, à Kasha, tu disais qu'il y a 800 membres, il y a des événements, c'est quoi? C'est toutes les semaines? Et avec justement différents événements, des trucs très vanilla, comme tu disais, des trucs moins vanilla. C'est ça? C'est quoi la suite du programme? C'est quoi, en fait, tes ambitions? Nos ambitions, oui. Alors, on aimerait être une communauté inter-européenne. On aimerait pouvoir ouvrir des Akasha à Londres, Berlin, Barcelone, Lisbonne. Et donc, de pouvoir offrir à toi ou moi, quand on va dans ces villes-là, de pouvoir rencontrer la communauté Akasha de ces villes-là. Je pense qu'on est au début d'une belle communauté. Alors, j'aime pas forcément le parallèle avec Soho House parce que Soho House a peut-être des flows en anglais,
Des défauts. des enfin, défauts ouais. ou quoi, mais voilà, de créer une communauté forte où les gens puissent se sentir bien, où il y a cet esprit inclusif, de non-jugement. Mm. Et j'ai très hâte j'ai toujours que ça fasse un peu des chocs à pic. Tu sais, aujourd'hui, les gens qui rejoignent Akasha, oui, c'est des personnes qui ont cette curiosité, mais c'est souvent des personnes qui sont ouvertes d'esprit sur plein d'autres domaines. Et j'ai hâte de voir ce que ça pourra faire en Donc termes finalement, la de... sexualité, c'est un prétexte pour Exactement. se trouver dans des communautés qui sont ouvertes d'esprit, qui se posent des questions, Exactement. qui veulent être plus conscientes d'elles-mêmes, quoi. Exactement. C'est joli. Mm. Bah, c'est tout le mal qu'on te souhaite alors. Merci beaucoup, Mm. Athénaïs. C'était vraiment hyper intéressant. Ouais. Bah, merci Et merci beaucoup. pour Ouais. ton ouverture. Enfin, Mm. tu as partagé avec beaucoup de Mm. vulnérabilité Mm. sur un sujet qui n'est pas forcément simple pour tout le monde. Donc, Merci beaucoup de m'avoir reçu. C'était une conversation très intéressante et je te remercie pour ça. à bientôt.